Et donc, pour terminer aujourd'hui, nous retrouvons Nathalie Durier, maître de conférence HDR en psychologie clinique à l'Université de Paris 8, thérapeute familiale, formatrice à l'approche systémique et auteur du livre « Changer en famille ». Voilà, donc moi je vais plutôt parler de haute sensibilité. Comme disait Catherine, je parle de famille à transaction intense parce que quand on est sensible, eh bien, on peut parfois surréagir ou parfois se couper complètement de ses émotions et devenir indifférent en quelque sorte. Voilà, donc du coup, ces réactions ou cette indifférence peut amener des tensions au sein des couples et de la famille et être à l'origine d'une demande en thérapie familiale. Alors, la thérapie familiale, eh bien, le dispositif donc, consiste à réunir tous les membres de la famille en séance. Et plutôt que de s'intéresser aux porteurs du symptôme, le thérapeute va explorer les relations intrafamiliales. Qui fait quoi? Qui dit quoi? Comment un autre réagit à cela? Comment un troisième perçoit ce qui se passe entre les deux autres? Une lecture circulaire de la situation sera privilégiée par rapport à une lecture linéaire. Nous sommes attentifs au processus de circularité, de rétroaction, d'homéostasie, de façon à identifier comment le système familial est auto-organisé selon des règles implicites sur lesquelles nous allons travailler pour assouplir cette auto-organisation. Quand on cherche dans les bases de données des travaux sur la thérapie familiale avec les familles à haut potentiel, il n'y a pas grand-chose. Et ce qu'on trouve, c'est des références assez anciennes. Voici quelques noms incontournables. Nicolas Colangelo, Donald Wendorf, Sidney Mood et Sylvia Riem. Sidney Mood, elle différencie donc les enfants avec un haut potentiel intellectuel et ceux avec un haut potentiel de créativité. Et elle insiste sur le fait, donc pour travailler avec les familles, de bien connaître les caractéristiques affectives des enfants. Alors pour les caractéristiques affectives des enfants à haut potentiel, brièvement, on retrouve un sens aigu de la justice, une sensibilité, une intensité, une inquiétude précoce face à la mort, des attentes élevées, une autocritique excessive, une pression pour répondre aux attentes extérieures, le perfectionnisme, une difficulté à faire face à l'échec, une dépression existentielle, des niveaux élevés d'énergie et des attachements et engagements forts. Pour les enfants à haut potentiel de créativité, elle remarque une appétence pour la prise de risque, l'indépendance, la remise en question des normes et des stéréotypes, la non-conformité, etc. Les parents doivent donc alors composer, en particulier à l'adolescence, avec ces caractéristiques qui peuvent contribuer à déclencher des moments de stress au sein de la famille. Pour faire face à ce stress, ce sont les difficultés de régulation émotionnelle qui semblent poser le plus de problèmes dans les relations parents-enfants, tant du côté des enfants que du côté des parents, qui ont aussi tendance à surréagir. Gwen Fornia et Marsha Wiggins-Frem insistent sur la période délicate de l'adolescence. Quand on parle de régulation émotionnelle, peut-être une petite définition, puisque Anna en a parlé, on s'intéresse en fait aux processus internes et externes qui interviennent dans le contrôle, l'évaluation et la modification des réactions émotionnelles, spécialement leur intensité et leur durée, pour atteindre son but. Ces processus sont présentés par James Gross comme des stratégies, dans le même sens que nous pouvons parler de stratégie de coping. Alors, on pourrait débattre de l'utilisation de ce terme stratégie et préférer le terme de mécanisme ou de processus, puisque en fait, ces stratégies, elles ne sont pas toujours conscientes, elles peuvent être automatiques. En fait, elles ont été apprises par l'expérience. Mais dans tous les cas, qu'elles soient intentionnelles ou non, elles servent un but en lien avec une façon d'être au monde. Une stratégie de régulation émotionnelle est donc une stratégie cognitive ou comportementale qui est utilisée pour modifier les circonstances dans lesquelles se produit une émotion, l'expérience d'une réaction émotionnelle et comment une émotion est exprimée aux autres. Donc, on peut imaginer que la régulation émotionnelle va avoir une place importante dans la communication interpersonnelle.
comment l'enfant apprend à réguler ses émotions? Forcément, le rôle de la famille va être essentiel dans cet apprentissage. Alors, je présente le modèle d'Amanda Morris qu'elle a construit avec ses collègues, un modèle tripartite de l'influence familiale sur le développement de la régulation émotionnelle à partir de 3 facteurs: l'observation par l'enfant de la régulation émotionnelle des parents, les pratiques parentales liées aux émotions et le climat émotionnel de la famille. Donc, on peut imaginer que si un enfant a des difficultés pour réguler ses émotions, c'est peut-être parce que ses parents ont eux-mêmes des difficultés. Pour illustrer l'effet des pratiques parentales, je vais reprendre un exemple issu d'un article de Catherine Genzanoser et ses collègues. Les auteurs donnent l'exemple de 2 enfants, Michael et Jacob, qui perdent un match de foot. Lorsque les enfants retrouvent leurs parents à la fin du match, le père de Michael accueille la déception de son fils et le réconforte en lui montrant les photos qu'il a prises. Il souligne ainsi la qualité de leur jeu malgré la défaite. C'est la stratégie de la réévaluation cognitive. Du côté de Jacob, quand il retrouve sa mère après le match, celle-ci n'a pas une expression faciale accordée à la déception de son fils. Et quand celui-ci exprime ce qu'il ressent, elle lui répond sans affect: « Bon, perdre, c'est pas grave. Hein. » Jacob ne se sent pas soutenu. En résumé, Michael apprend la réévaluation cognitive au contact de son père, tandis que Jacob apprend la suppression expressive des émotions pour moins souffrir de l'indifférence de sa mère. Il intériorise l'idée que cela ne sert à rien de montrer ses émotions puisqu'il n'y a pas de feedback soutenant. Cet apprentissage de la régulation émotionnelle, comme les auteurs le soulignent dans leur modèle, est cependant plus complexe car d'autres facteurs interviennent, comme par exemple les caractéristiques des enfants. Certains enfants auront plus tendance à éviter les émotions et ne pas exprimer leurs ressentis, tandis que d'autres vont les exprimer de façon intense, et cela quelle que soit la manière dont les parents régulent eux-mêmes leurs propres émotions. Donc, si les chercheurs présentent la réévaluation cognitive comme une stratégie adaptée, j'ai pu remarquer que si elle permet de réguler l'émotion du parent, elle blesse certains enfants sensibles qui ne se sentent pas reconnus dans leur souffrance. Ces observations m'ont amené à développer au fil de ma pratique un modèle de thérapie familiale centré sur la régulation émotionnelle. L'hypothèse qui guide mes interventions est que si une stratégie de régulation émotionnelle peut être fonctionnelle pour l'un, elle peut être source de souffrance dans la relation pour l'autre, et donc d'émotions négatives que ce dernier va devoir réguler, particulièrement pour l'enfant sensible qui a besoin que le parent s'ajuste à sa sensibilité, comme le décrit Daniel Stern en parlant d'accordage affectif pour les bébés. Je m'intéresse donc à ces patterns de régulation émotionnelle avec une lecture circulaire et je construis des axes de travail pour faire évoluer ces boucles circulaires lorsqu'elles sont délétères. Mon hypothèse est qu'en travaillant sur les stratégies de régulation émotionnelle et de leurs conséquences sur l'entourage, nous pourrons amener nos patients à une meilleure acceptation du fonctionnement des uns et des autres sans que certains se sentent incompris ou menacés par les différences de stratégie face aux émotions. Aider les parents à être attentifs au vécu subjectif de leurs enfants. Ils pourront ainsi plus facilement les soutenir durant la période de l'adolescence, particulièrement anxiogène chez les enfants à haut potentiel, avec les questions existentielles. Pour les enfants sensibles, une thérapie familiale centrée sur la régulation émotionnelle nous semble indiquée de manière à aider les parents à s'ajuster à la sensibilité de leur enfant et à co-réguler leurs émotions par des stratégies de régulation émotionnelle adaptées et par un coaching émotionnel. Donc, je ne vais pas pouvoir développer ici toute la complexité de ce modèle de thérapie centré sur la régulation émotionnelle, mais je vais tenter d'illustrer quelques aspects de ce modèle à partir de la présentation d'une famille reçue en thérapie familiale avec un adolescent qui traverse une dépression. Donc, Madame A vient consulter avec ses 3 fils, Lucas, Clément et Thomas. Donc, Madame A consulté dès l'âge de 12 ans pour des problèmes d'apprentissage et ses 3 fils ont chacun un suivi psychologique. Donc, on est très psy dans la famille, hein. Tout le monde a son psy. Divorcée depuis 10 ans, elle commence par évoquer longuement la séparation avec le père des garçons, qui ne semble toujours pas accepter avant de présenter le problème qui les amène. Ça m'interpelle, parce qu'en général, ils commencent par parler de ce qui les amène. Là, non,
On a une demi-heure sur la séparation. Donc, en fait, ce qui les amène, c'est une grosse dispute avec son plus jeune fils, Thomas. Mais on ne parle pas du fait que Thomas, il traverse une dépression et il a un suivi médicamenteux. Pour faciliter ce travail sur l'intersubjectivité, la reconnaissance des différences, j'utilise dans un contexte clinique donc des outils comme le questionnaire de régulation émotionnelle, l'échelle des difficultés de régulation émotionnelle et l'auto-questionnaire de Dabrowski, qui me permet de mieux cerner la sensibilité de chacun. Les autoquestionnaires d'hyperstimulabilité montrent que dans cette famille, donc, tous présentent une hyperstimulabilité émotionnelle. Pour l'hyperstimulabilité intellectuelle, il n'y a pas une telle homogénéité car Clément, donc l'enfant du milieu, diffère de sa mère et de ses frères. Lucas et Thomas ont un langage élaboré et précis. Quand on discute avec Thomas, on passe notre temps à chercher le mot juste et on se dispute là-dessus, dit Lucas. Clément, lui, il ne peut pas rivaliser avec ses frères. Moi, pour le coup, je suis celui qui s'exprime le moins bien parce que je parle comme je me comprends. Et du coup, personne ne me comprend. À chaque séance, en fait, Clément, donc, qui semble différent, comme s'il n'appartenait pas à cette famille, en fait, il est très proche de sa mère. Il est toujours assis près d'elle sur un canapé et les deux autres frères sont sur un autre canapé. Donc, on a trois frères très différents. Lucas et Thomas ont manifestement un profil au potentiel. Et selon la classification d'Anne-Marie Robert, moi, je vois Lucas comme un successful, c'est-à-dire il aime comprendre et le faire savoir, il aime tout décortiquer, tout analyser. La pensée l'aide à réguler ses émotions et il obtient un score total de 68 à la DERS, c'est-à-dire donc pas de difficulté. Alors Thomas, lui, du fait de son non-conformisme, il pourrait apparaître comme l'opposé de Lucas, donc plutôt un challenger, mais en fait, il a aussi des compétences rares chez un jeune homme de 17 ans pour créer et coudre des costumes de théâtre. Du coup, je le mettrais plutôt dans le profil autonomous learner du fait de son profil autodidacte. Mais ses prises de risque et sa place de bouc émissaire dans la famille le mettent en difficulté pour réguler ses émotions. Il obtient un score total de 128. Ce qui est pas mal. Pour Clément, donc lui, les choses sont simples. Le problème, c'est simple, c'est Thomas a tort et il ne veut pas le reconnaître. Il est agacé par les discussions de ses frères et très en colère contre Thomas. Alors, avec la DERS, il ne présente pas des difficultés aussi grandes que celles de Thomas, puisqu'il obtient un score total de 97. Et pourtant, en fait, même s'il a un score seulement de 17 à l'impulsivité, eh bien, on voit en séance qu'il peut exploser très facilement et qu'il a un seuil de tolérance qui peut être vite atteinte et il peut réagir avec de la violence physique. Donc, si on veut schématiser ce qui se passe lors des disputes, ça commence par un échange verbal entre Lucas et Thomas, donc dispute entre frères. Lucas voudrait par exemple des précisions sur un sujet avec une logique rationnelle. Il y a un problème, donc il y a une méthodologie et une solution. Ça, c'est la façon de penser de Lucas. Le sujet n'est pas forcément conflictuel. Ça peut être par exemple, il veut aider son petit frère à creuser ce qu'il souhaite pour son orientation scolaire. Mais en fait, dans ces moments-là, ça insupporte Thomas qui a l'impression d'avoir déjà répondu à la question, qui est agacé par toutes ces questions, et donc Thomas va s'énerver. Et Madame A, à ce moment-là, elle soutient l'aîné et sa logique rationnelle. En fait, il n'y a pas un moment où on prend en compte la subjectivité de Thomas et où la mère ou quelqu'un essaierait de s'ajuster à ce que vit Thomas. Donc pendant cette interaction, Clément, lui, ne s'exprime pas. Il ne comprend pas la finalité de l'échange. Ça l'agace, toutes ces discussions. Mais comme il y a une tension émotionnelle parce que Thomas est agacé et que Lucas lâche pas prise, il continue de poser des questions, il commence à être tendu lui-même et à un moment donné, quand il va vouloir parler, par exemple parce que le sujet le concerne quand même, Lucas continue toujours de parler et en fait, à ce moment-là, Clément, il n'en peut plus et il se met à frapper son petit frère. Et dans ces cas-là, ce que fait
c'est qu'il claque la porte et il s'en va. Et c'est comme ça qu'il est parti vivre chez les parents de son ami pendant plusieurs mois. Donc, la narration de ces disputes qui se répètent nous amène à travailler selon 3 axes. Il y a la place de chacun dans la famille, comme le mentionnait Mireille dans le poster, la place de chacun dans la fratrie. C'est vraiment important de travailler avec la fratrie. Les stratégies de régulation émotionnelle de chacun et l'histoire et les croyances familiales. Alors, concernant la place de chacun dans la fratrie, on voit que Lucas, dans les entretiens, prend une place de père pour ses frères, mais aussi de mari pour sa mère. Le père est parti quand il avait 12 ans et depuis ce temps-là, il a tendance à prendre soin de sa mère, mais bon, voilà, un peu comme un adulte et elle serait une petite fille. Clément, lui, il est désigné comme le débile parce qu'il n'a pas les compétences verbales de ses frères. Et Thomas est désigné par Clément comme la princesse. Son absence de conformisme mal vécu par la mère et l'acharnement de Clément à le désigner comme coupable le met dans la place de patient désigné. Et d'une certaine façon, moi je me dis que celui qui est différent et qui pourrait être le patient désigné, c'est Clément, et que Thomas, quelque part, avec son impulsivité et sa tendance à être sur la défensive quand on lui parle, eh bien, il prend cette place de patient désigné et d'une certaine manière, il protège son frère. C'est notre manière de connoter positivement les choses en systémie. Voilà. Donc, au-delà de ce qui se joue dans les disputes entre frères, il y a autre chose qui revient dans les entretiens, c'est que Madame supporte mal l'éloignement de Thomas et toutes ces tentatives de différenciation. Donc, le processus de séparation-individuation. Thomas passe beaucoup de temps dans une troupe de théâtre et aussi dans la famille de sa meilleure amie Ambre, où il dit trouver l'écoute et l'amour qu'il ne reçoit pas dans sa propre famille. Donc, sa mère lui reproche d'être trop proche de la femme metteur en scène dans la troupe, qu'elle estime être toxique pour son fils du fait de leur proximité. Et en fait, elle va réguler sa peur en exigeant de Thomas qu'il arrête le théâtre. Donc, évidemment, Thomas a un sentiment d'injustice et donc il y a des disputes entre eux et quand elle crie, ça réactive en lui les souvenirs d'une période d'alcoolisme de sa mère où elle criait beaucoup. Vous voyez, les transactions sont intenses. Et quand il évoque cela, Clément réagit violemment car il considère que Thomas insulte sa mère en parlant d'alcoolisme. Vous voyez, dans les familles, on ne va pas dire bon, bah, Thomas, il fait ça. On voit tout ce qui se passe de manière circulaire. Et en fait, à ce moment-là, Lucas va faire la morale à Thomas et se positionne comme une figure d'autorité au-dessus de la mère. Mais personne n'est en mesure de se connecter émotionnellement à Thomas et à ce qu'il a pu vivre, puisqu'il est le plus jeune pendant cette période d'alcoolisme de sa mère, où d'une certaine manière, il n'avait plus de mère, en quelque sorte. Et il était le plus confronté, le plus exposé à ces moments où elle perdait le contrôle d'elle-même et où elle pouvait hurler. Donc, Lucas ne perçoit pas que Clément voudrait parler, mais que c'est difficile pour lui. Il le coupe et renforce sa difficulté à parler. Thomas perçoit la colère de Clément, mais il le provoque et le pousse à bout sans montrer d'empathie pour son frère. En agissant ainsi, d'une certaine manière, il se sacrifie car il prend la place de celui qui pose problème. Les 2 frères, donc Clément et Lucas, s'en prennent à Thomas et la dispute entre Thomas et sa mère se déplace entre les 3 frères. Il n'y a aucun ajustement pour rencontrer l'autre dans sa subjectivité. Et comme tous les cas présentent une hyperstimulabilité émotionnelle, cela explose. Les questionnaires pourtant montrent que Madame A possède des compétences émotionnelles, mais son hyperstimulabilité émotionnelle l'amène à vivre difficilement la séparation avec son mari, qu'elle évoque dès les premières minutes de la première séance, et la séparation avec Thomas, qui est au centre des conflits actuels. Vous voyez, c'est toute la différence. Les questionnaires nous donnent des informations, mais dans le contexte de la vie familiale, il y a des thèmes sensibles où les questionnaires, d'un point de vue clinique, ça ne colle plus, quoi. Voilà, donc cette vulnérabilité par rapport à la question de la séparation qui l'a amené à consommer. Et Thomas avait 14 ans à ce moment-là.
Personne ne s'inquiète de la détresse du jeune garçon et la réaction de Clément est de protéger sa mère des attaques de Thomas plutôt que de protéger son petit frère qui a été privé de la contenance et de la sécurité que lui a porté sa mère auparavant. Alors, un troisième axe va concerner l'histoire familiale des parents et leurs croyances concernant les émotions et l'expression émotionnelle. Est-ce qu'elles ont influencé la manière dont les parents interagissent à un niveau émotionnel avec leurs enfants? Il y a des familles où on communique beaucoup sur les sujets qui suscitent des émotions. Ce sont les familles enchevêtrées et d'autres où on évite de parler de ces sujets. Ce sont les familles désengagées, selon la terminologie de Salvador Minuchin. Madame A est la benjamine d'une fratrie de 3 filles dans une famille très enchevêtrée. Les frontières entre les sous-systèmes parents et enfants sont floues, de même entre le sous-système des grands-parents et des générations suivantes. L'ingérence des grands-parents maternels dans la vie de leurs filles et de leurs petits-enfants est renforcée par le fait que la famille du côté paternel apparaît désengagée. Monsieur A est le second d'une fratrie de 3 garçons. Il est distant avec ses frères et Lucas et Thomas n'ont plus de contact avec leur père. Seul Clément le voit encore. Mais cette proximité dans la famille maternelle, elle ne se passe pas sans tension. Lucas et Madame A évoquent le fait que dans la famille de Madame A, tout ce qui se passe est raconté aux autres avec une tendance à l'extrapolation. Cet écart entre ce qui est dit et ce qui est rapporté ensuite génère des disputes importantes qui mettent à mal cette proximité affective. Bien que les conflits soient permanents, Madame A décrit sa famille en disant « on est une famille très soudée ». Ça, c'est le mythe familial. Ces disputes entre ses fils l'inquiètent, car elle la renvoie au conflit avec ses sœurs, et remettent en question ce mythe familial de famille soudée. Donc, on travaille autour de cette question. Est-ce que la différenciation est possible dans une famille soudée? Est-ce que soudée veut dire indifférencié? C'est toute la confusion qu'il y a dans cette famille où il n'y a pas moyen d'exprimer quelque chose. C'est comme si on trahit de quelque chose de personnel. Pour Lucas et dans la famille d'origine de Madame A, la réévaluation cognitive des situations difficiles semble être la stratégie privilégiée pour préserver le mythe de la famille unie. Il minimise les conflits. Il continue à dire on est une famille soudée alors qu'il y a des disputes permanentes. Clément et Thomas ne souhaitent pas préserver ce mythe et annoncent qu'ils vivront l'un sans l'autre. Leur stratégie est l'évitement de cette situation pénible. Voilà, donc peut-être ce qu'on peut dire, c'est que ce qu'avaient repéré Fornia et Wiggins-Frame, qui est la question de la perte, on la retrouve dans cette famille, et c'est ce que je peux retrouver dans de nombreuses familles qui viennent consulter. Et cette sensibilité à la perte, du coup, va entraver le processus d'autonomisation de Thomas, puisque devenir adulte, quand on est une mère, c'est perdre son bébé, en quelque sorte. Donc, ça vient réactiver quelque chose. Alors, on voit aussi la place de l'aîné, comme l'avaient remarqué McMahon et Oliver, qui, par ses compétences intellectuelles, prend une place particulière, va éclairer les parents sur les difficultés de son frère et on peut dire parfois qu'il est parentifié. Thomas, lui, il est le garant du mythe familial, d'une famille soudée. Non, c'est Lucas qui est le garant du mythe familial d'une famille soudée et indifférenciée. Mais je me suis perdue. En fait, cependant, dans l'aide qu'apporte Lucas, on voit une certaine ambivalence quand il veut aider son frère, parce que finalement, comme il est le garant de ce mythe familial, il freine aussi l'autonomisation de Thomas. Dès que Thomas veut se différencier, il le recadre pour qu'il fonctionne comme c'est attendu dans la famille. Donc, on voit que cette hyperstimulabilité émotionnelle provoque des réactions excessives et même de la violence. Pour réguler ces émotions intenses, je leur propose de jouer le rôle de l'autre afin de mieux percevoir la subjectivité de l'autre et je tente de développer l'empathie et de restaurer l'accordage affectif et la connexion émotionnelle. Voilà. En conclusion, c'est un modèle de thérapie familiale centré sur la régulation émotionnelle qu'il faudrait, pour en évaluer l'efficacité à long terme,
mener de nouvelles recherches avec des études longitudinales. Voilà.